Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de Noah. Nous allons faire la review de deux shows de la Noah. Nous allons parler tout d'abord de Noah Cage War 2021, donc un show qui s'est déroulé le 26 juin. Et ensuite du show Noah Muta the World 2021, show qui s'est déroulé le 27 juin cette fois-ci. Alors bon, j'avais fait la preview il y a un peu plus d'une semaine des deux shows. Donc voilà, j'ai passé un peu de temps à parler, à faire la review, très honnêtement. Enfin, je veux dire, j'ai mis un peu de temps avant de faire la review. Déjà, je les ai pas regardés directement les shows. Et puis surtout, je vais pas vous cacher, c'est pas deux shows qui étaient prioritaires dans ma liste des shows à parler sur cette chaîne. Vu que je vais pas vous mentir, c'est deux shows qui m'ont assez déçu très honnêtement, pas spécialement dans leur ensemble, mais on va parler des main events de toute façon un peu plus en longueur, et ça va être ça les problèmes plutôt. Donc voilà, je voulais sortir d'autres reviews avant, je voulais faire d'autres reviews avant de passer donc sur environ le gros morceau, on va dire ça comme ça, Noah. Donc quand je tourne cette review, on est le 1er juillet, donc voilà, les choses se sont déroulées le 26 et le 27. Bon, j'ai veillé quand même à pas attendre trop longtemps hein, pour faire les reviews évidemment. Mais du coup voilà, on va partir sur tout ça, on va donc faire les reviews des deux shows. On va commencer du coup par le show Noah Cage War 2021, donc un show qui s'est déroulé comme je l'ai dit le 26 juin. Du coup, pour commencer, en opener, nous avions Manabu Soya contre Kinya Okada. Le match a duré un peu plus de 11 minutes. On a eu une victoire de Manabu Soya assez logique, évidemment. Soya qui gagne contre Okada, moi, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé le fait d'avoir mis Kinya Okada contre un powerhouse comme ça en 1 contre 1. Moi, je trouve ça très bien. De toute façon, l'opener est très bon. Franchement, pour un opener, c'est super. Kinya Okada a été buildé comme assez costaud, très honnêtement. Il a bien travaillé la jambe de Manabu Soya durant le match. Le selling de Manabu Soya était bon, très honnêtement. Franchement, je l'ai bien aimé ce selling. Il a bien mis over Kinya Okada grâce à ce selling notamment. Le finish était aussi bon. Et franchement, heureusement, dans ce match, Kinya Okada a eu bien du temps, a eu de la domination, vraiment, il a eu du temps pour montrer sa progression finalement. Parce que franchement, Kinya Okada, je trouve que c'est un catcheur qui progresse beaucoup et qui m'intéresse beaucoup, très honnêtement. Et non, le match était vraiment très bon. À titre personnel, j'ai mis la note de 3,5. Je pense que c'est mon deuxième ou troisième match préféré du show, très honnêtement, parce que ouais, je dirais mon troisième match préféré du show quand même, mais franchement, il était vraiment très bien. Comme j'ai dit, victoire de Manabu Soya, logique. Il y a un bon legwork de la part d'Okada, et non, ça a très bien fait le taf en tant qu'opener. Personnellement, j'ai trouvé ça idéal pour être investi dans le show. Du coup, voilà pour cet opener. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un tag team match avec Kai Fujimura et Yasuta Kayano qui affrontaient Stinger, Hayata et Yoshinari Ogawa, donc les ex-champions JHI Junior Heavyweight Tag. On a eu une victoire en un peu plus de 8 minutes de Stinger, assez logique évidemment. Stinger donc qui battent les jeunes Fujimura et Yano. Bon voilà, ça fait sens. Le match est cool, un peu court, mais c'est assez normal si on considère ce qui va se passer un peu plus tard dans le Rumble avec Hayata et Yoshinari Ogawa. Kai Fujimura et Yasuta Kayano ont été bien cool, ils jouent bien leur rôle de rookie. Vraiment le match était tourné autour de Stinger, ce qui me paraît assez logique au vu du statut des deux mecs. Donc voilà, j'ai mis 3,25, c'était court, c'était pas la chose la plus intéressante au monde, mais ça faisait bien le taf, j'ai trouvé. Fujimura et Yano, ils sont bien mis, enfin voilà, ils gèrent bien leur rôle de rookie, franchement, je les trouve vraiment bons. Surtout Yasuta Kayano, très honnêtement, franchement, il me plaît bien Yasuta Kayano, en plus il est assez jeune, donc il va avoir le temps de progresser, il a 20 ans, et Yasuta Kayano, il a débuté qu'en fin d'année dernière, donc non, franchement, il y a du bon potentiel, mais voilà, le match était très random, mais bon pour de l'undercard. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au troisième des 6 matchs du show. Le troisième match, c'était un 8-man Tag Team Elimination match. Sugiura-gun contre le Funky Express, avec du côté de Funky Express, évidemment, tout le clan Akitoshi Saito, Masao Inoue, Mohamed Yone et Shuei Taniguchi. Du côté du Sugiura-gun, nous avions Kazunari Murakami, Katsushi Sakuraba, Kendo Kashin et l'actuel champion JHI national Takashi Sugiura. Alors, le match a duré un peu plus de 22 minutes 40, 22 minutes 40 exactement, un peu plus de 22 minutes, je voulais dire. Le Sugiura-gun a remporté le match, que j'ai trouvé assez logique. Après le match, très honnêtement, je l'ai pas trouvé spécialement bon, hein, on va pas se mentir. C'était long, c'était un peu chiant sur les bords, très honnêtement. Voilà, moi j'ai mis 2,5 personnellement. J'étais pas du tout fan. Le début du match est cool, pour être honnête, même si c'était un peu sloppy, très honnêtement, surtout à cause de gars comme Kendo Kashin ou Shuei Taniguchi qui sont vraiment sloppy, je trouve, dans ce qu'ils font sur le ring. Après aussi, c'est l'âge, et ça, voilà, quoi. Il y a un moment, les mecs, ils sont plus comme avant, et ça me paraît assez logique. Il y a des trucs qui m'ont vraiment beaucoup dérangé dans le match, c'est que, il y a Sakuraba et Kendo Kashin qui s'éliminent tout seuls, pour laisser Sugiura tout seul, j'ai rien compris, j'ai trouvé ça naze, parce qu'on est sur un match qui est censé être sérieux, et les mecs s'éliminent tout seuls, genre Kazushi Sakuraba fait un springboard crossbody par-dessus la troisième vers l'extérieur du ring.
j'ai pas spécialement compris pourquoi, parce que rappelons que dans les matchs, il y a les règles over the top rope. Du coup, bah, le mec qui passe par-dessus la troisième corde se fait éliminer. Kendo Kashin, à un moment, il se prend, je crois, un strike de Mohamed Yone, il bascule contre les cordes et il passe volontairement par-dessus les cordes. Enfin voilà, c'était assez louche. Du coup, Takashi Sugiura s'est retrouvé tout seul contre tout le Funky Express, sachant que Kazunari Murakami s'était déjà fait éliminer. Je me suis dit, bon, c'est encore un moyen de merde pour faire gagner le Funky Express sans décrédibiliser Sugiura. Finalement, Sugiura a réussi à gagner, mais, enfin voilà, il a éliminé tout Funky Express. Sugiura, il a pas fait de cadeau, il a pas fait de quartier, il a éliminé tous les mecs. Bon, voilà. Moi, j'aime pas le booking, là, très honnêtement. Le match, je le trouve mal booké, franchement, parce que Takashi Sugiura qui élimine tout Funky Express, j'en vois pas l'intérêt, très honnêtement. C'est mieux de montrer un collectif assez fort au sein du Sugiura-gun que les mecs s'éliminent tout seuls pour laisser le leader se débrouiller tout seul. Et enfin, le leader, Takashi Sugiura, il est passé pas loin de l'élimination plusieurs fois. Mais, enfin, voilà, j'ai pas spécialement vu l'intérêt. Bon, après, le match est pas nul non plus, hein. Très honnêtement, on a eu des bons échanges, comme j'ai dit, un bon début de match. Mes échanges préférés, personnellement, c'est assez logiquement entre Mohamed Yone et Takashi Sugiura. C'est les deux mecs qui sont encore pleinement en forme, quoi, dans les 8. Bon, c'est quand même compliqué quand dans 8 mecs, t'en as que 2 qui sont pleinement en forme. Mais non, Yone et Sugiura ont super bien géré quand ils ont eu à s'affronter. Il y a eu des bons strikes. Mais bon, voilà, un peu déçu par le booking, très honnêtement. Voilà, j'ai mis 2,5. Après, Funky Express, c'est pas spécialement la chose la plus passionnante à la Noah en ce moment. Du coup, voilà pour ce 8-man Elimination Tag, donc remporté par le Sugiura-gun. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était un match par équipe avec Masaaki Mochizuki et Naomichi Marufuji qui affrontaient Kaito Kiyomiya et Yoshiki Inamura. On a eu une victoire en 18 minutes 30 de Masaaki Mochizuki et de Naomichi Marufuji. C'est personnellement mon deuxième match préféré du show. Marufuji va réussir à faire le tombé pour remporter le match. Il me semble qu'il le fait sur Kaito Kiyomiya, si je dis pas de bêtises. Le match était vraiment très bon, mon deuxième match préféré du show. On a eu quelques bons échanges avec Yoshiki Inamura surtout. Yoshiki Inamura, il a des bons échanges, que ce soit contre Marufuji et Masaaki Mochizuki. Du côté de la M's Alliance, que ce soit Marufuji ou Mochizuki, ça met des bons chops, c'est bien stiff. Et non, ouais, Inamura, il y a même pas un an, je m'en foutais, très honnêtement, quand il était encore dans Congo, quand il a fait le N1 Victory, qu'il avait aucune victoire dans le tournoi. Et clairement, Inamura, là, depuis allez, 6 mois, on va dire, environ, franchement, j'y arrive de mieux en mieux. Et là, je commence à vraiment adorer son travail en tant que powerhouse. Yoshiki Inamura, il fait toujours très bien le taf. Évidemment, quand t'es un babyface comme ça, dans un rôle contre la M's Alliance, contre des mecs super stiff comme Marufuji et Mochizuki, évidemment ça marche encore mieux. Les mecs vont mettre, comme j'ai dit, des bons chops, mais également des bons kicks et des bons coups de genoux. Hein, c'est bien la réputation de Naomichi Marufuji. Et non, ouais, c'est 18 vraiment bonnes minutes. Pour moi, c'est un bon 3,5 ce match. C'était clairement tout ce que j'attendais. Voilà, et Marufuji et Mochizuki ont logiquement gagné. On rappelle que Marufuji est champion GHC Heavyweight et qu'il va affronter Takashi Sugiura dans A Crossover in Sendai, donc c'est logique, si tu donnes la victoire à Sugiura un peu plus tôt dans le show, tu donnes la victoire à l'équipe de Marufuji. Mais du coup, voilà pour ce match, j'ai pas spécialement grand chose de plus à dire, mais franchement, je le conseille bien, il était bien cool. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était un Rumble de Junior, donc qui était un match number one contendership pour le championnat GHC Junior Heavyweight, donc détenu par Atsushi Kotoge, pour le challenger le lendemain dans le show Noah Muta The World, dont on va parler un peu plus tard dans cette review. Le Rumble a duré 35 minutes, alors je vais donner les noms de tous les participants du match. On avait Daisuke Harada, Hajime Wara, Ao Nio, Eita, Ikuto Hidaka, Yuya Suzumu, Junta Miyawaki, Kotaro Suzuki, Nozawa Rongai, Seiki Yoshioka, Tadasuke Yohei et également Yoshinari Ogawa et Hayata qui se sont joints au Rumble un peu plus tard, qui n'étaient pas censés être dans le Rumble, mais qui étaient là plutôt, enfin, ils avaient un match plutôt dans la carte, ils l'ont gagné, puis ils se sont dit, tiens, on va rejoindre le Rumble, du coup, c'est ce qu'ils ont fait en plein match. Hayata a remporté le match d'ailleurs, donc Stinger qui rejoint le Rumble, ça n'aura pas spécialement été vain. Franchement, le match était vraiment bon, j'ai trouvé, 35 bonnes minutes, très intéressant tout le long, j'ai mis 3,75. C'est, comme vous l'aurez compris, mon match préféré du show, hein, parce que mon match préféré du show, c'est pas le main event, du coup, on va en parler un peu plus tard. Alors clairement, il y a pas mal de moments dans le Rumble que j'ai bien aimé. Enfin, Eita va se faire éliminer dans le Rumble par Yoshinari Ogawa, ce que je trouve vraiment bien, parce que bon, voilà, Eita qui se fait éliminer par un mec du statut de Yoshinari Ogawa, quand même, qui est une légende à Yoshinari Ogawa. Bon, voilà, ça le décrédibilise pas. Eita, il vient d'arriver, de faire ses débuts pour ses bails chez Noah cette année. Je pense pas qu'il y restera très longtemps, mais
c'est bien qu'il se fasse éliminer comme un catcheur comme Yoshinari Ogawa. Pour moi, donc, comme j'ai dit, meilleur match du show. Pour une fois que la division junior de Noah est bien bookée, ça m'a vraiment plu. Bon, alors, ce qui m'a peut-être un petit peu dérangé dans le match, bon après c'est rien, c'est un détail là pour le coup, c'est que en fait les catcheurs ils arrivent dans le Rumble un par un, ils arrivent dans le Rumble un par un, et d'un seul coup t'as les juniors de Congo, Aoni Tadaske, ils arrivent à trois en même temps. J'ai trouvé que ça faisait aucun sens. J'ai pas compris sur le coup. Bon après ça a eu aucun impact sur le match, donc enfin voilà, ils ont juste arrivé, ils ont eu la domination, puis voilà. Mais par exemple, enfin voilà, Tadaske je l'ai trouvé super dans le match et tout le Rumble était très cool à voir. Enfin voilà, c'est ce qui justifie personnellement mon 3,75. C'est aussi bien booké dans le sens où t'as des face-offs bien marqués entre Saiki Yoshioka et Yohei. On rappelle que Saiki Yoshioka a trahi Yohei assez récemment, il y a un mois environ, lors d'un tag assez random pour rejoindre Stinger. Yohei a donc rejoint officiellement à Los Pedros del Mal, donc le clan avec Nozawa Rongai, Ikuto Hidaka, Kotaro Suzuki et aussi Eita. Voilà, Saiki Yoshioka et Yohei, comme je l'ai dit, des très bons échanges. Je pense que Yohei dans Los Pedros del Mal, ça peut être vraiment super. Et j'ai adoré que Yohei soit celui qui élimine Saiki Yoshioka par rapport à leur histoire, tout ça, ça fait sens. Le face-off final, c'est donc Ayata contre Yohei. Déjà, j'ai trouvé ça pas anodin et très bien qu'ils aient foutu Yohei jusque dans le face-off final de ce Rumble contre Ayata. Ayata va finir par battre Yohei, évidemment, ce que j'ai trouvé assez logique. Évidemment, en plus, t'as un rappel par rapport au fait qu'ils étaient en équipe dans les Rattles, Ayata et Yohei, donc moi, je trouve ça vraiment bien. Et non, franchement, même Arada en soi, il se fait éliminer peut-être un peu trop tôt dans le match pour le coup. Je pensais qu'il allait gagner, très honnêtement, Daisuke Arada. J'ai été un peu surpris qu'il se fasse éliminer aussitôt, même si pour le coup, je m'étais fait spoiler le nom du vainqueur du Rumble, donc Ayata. Mais Daisuke Arada fait une très bonne performance le temps qu'il est là. Il a des bons rolling elbow dans le match, toujours cool à voir. Et non, ouais, le match fait très bien le taf. C'est vraiment un très bon Rumble. Et du coup, voilà, pour moi, c'est un 3,75. Donc pour ce Rumble de 35 minutes remporté par Ayata. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au main event donc de ce show Noah Cage War 2021. Le main event, c'était un R versus R Steel Cage match. Donc vous voyez déjà l'ampleur du truc. C'était entre Katsuhiko Nakajima et Masa Kitamiya. Donc les deux membres qui formaient l'équipe The Aggression, donc qui s'est séparé après que Nakajima s'est soit fait trahir par Masa Kitamiya après avoir réussi une défense de titre tag. En plus, c'était la première fois qu'ils réussissaient une défense de titre tag dans toute l'histoire de l'équipe. À chaque fois, ils avaient perdu à leur première défense, et là, ils avaient réussi pour la première fois leur première défense. Kitamiya, juste derrière, avait trahi Nakajima, avait dit qu'il le détestait depuis toujours, et du coup, c'est pour ça qu'il avait trahi, il a quitté Kongo. D'ailleurs, Nakajima et Kitamiya, c'est deux mecs qui ont une histoire depuis les années 2000, depuis leur début, ils se sont entraînés ensemble dans le Kensuke Office, donc avec Kensuke Sasaki. Masa Kitamiya, contrairement à Katsuhiko Nakajima, a décidé d'honorer son autre mentor, qui est en l'occurrence Masa Saito, parce que Nakajima, son mentor, pour le coup, c'est juste Sasaki, et les deux mentors de Kitamiya, c'est Kensuke Sasaki, pardon, et également Masa Saito. Et c'est pour ça d'ailleurs que Masa Kitamiya s'appelle Masa, et parce que c'est pour honorer Masa Saito. Donc il a pris son prénom, il a pris ses prises également, comme la Saito Suplex ou la Prize Unlock, on en parlera un peu plus tard. Là, c'est pour résumer évidemment l'histoire entre Nakajima et Kitamiya. Donc les mecs se connaissent depuis très très longtemps, depuis environ la fin des années 2000. C'est des mecs, au vu de leur relation, au vu du temps, depuis le temps qu'ils se connaissent, qu'ils sont en équipe, tout ça, la trahison de Kitamiya sur Nakajima était quelque chose d'hyper important. La stipulation de leur match, donc un Steel Cage R versus R, était également hyper importante. Et ça va être bien ça le point que je vais relever par rapport au Cage War, très honnêtement. Alors parce que très honnêtement, j'ai pas aimé du tout le Cage War, ça peut paraître bizarre avec toute la backstory qu'il y a entre Katsuhiko Nakajima et Masa Kitamiya, mais j'aime pas du tout le Cage War. Enfin, je veux dire, je connais Noah, je connais l'histoire entre Nakajima et Kitamiya, j'étais très très hype pour le match, très honnêtement, et je comprends pas comment ils ont pu faire un mauvais match. Très honnêtement, parce qu'à mon sens, c'est un mauvais match. Le Cage War, il m'a vraiment saoulé, limite de bout en bout, franchement, je vais pas vous mentir. Et je me disais, mais c'est impossible qu'ils fassent un mauvais match avec tout ce qu'ils peuvent faire, avec toutes les possibilités qu'ils ont finalement. Et à mon sens, ils ont réussi à faire un mauvais match, c'est quand même très fort, parce que pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Le match, si je le prends comme en tant que Steel Cage basique, il est bon. Très honnêtement, ils utilisent bien la cage. Niveau utilisation de la stipulation, ok.
Voilà, moi, ça, je vais vous dire, ça c'est un point positif pour le coup, mais ça c'est si je le prends en tant que Steel Cage match basique. Sauf que là, avec toute l'ampleur que j'expliquais, avec toute l'importance finalement de la storyline, de la relation entre les deux, bah justement, j'ai jamais vu cette ampleur. Et si les mecs avaient bien moins d'histoire entre les deux, j'aurais aimé ce match bien plus. Parce que là, j'ai vraiment jamais vu l'ampleur du match, de la backstory, de la relation entre les deux, finalement, de ce qu'a provoqué la trahison de Masaki Tamiya. J'ai jamais vu l'ampleur également de la stipulation. Les mecs mettaient quand même leurs cheveux en jeu, donc ça rajoutait encore quelque chose. Et le match, pour moi, ne représente pas spécialement la story. Enfin voilà, c'est ça le problème. C'était un R versus R, il faut savoir, entre deux mecs qui se connaissent depuis le Kensuke Office, quoi. Et j'ai quasiment jamais vu cette importance. En plus de ça, très honnêtement, parce que pour le coup, il y a pas une grande agressivité finalement. Enfin, à part vers la fin où il y en a plus pour le coup, mais au début du match, il y a pas spécialement une grande agressivité. Tu sens pas que les mecs veulent en découdre. Enfin, je sais pas. Enfin, par rapport à l'histoire, ça aurait été bien plus logique, ça aurait été bien plus démonstratif. On aurait pu réellement sentir l'ampleur, la tension dans ce match. Et ça m'a posé problème justement par rapport à pas mal de spots du match qui font que il y a pas mal de spots du match que j'aime pas spécialement parce que vu que je peux pas voir l'ampleur du match, les spots n'ont pas lieu d'être en fait. Par exemple, il y a un dégagement de finish, c'est Nakajima qui fait son gros brainbuster sur Masaki Tamiya et Kitamiya se dégage. Pour le coup, le dégagement de finish, enfin, si je peux pas voir l'ampleur du match, personnellement, ça me dérange beaucoup. Tandis que si j'avais pu voir toute l'ampleur du match, évidemment, le kick-out de finish, il est normal. Et là, ça faisait plus juste case cochée sur le cahier des charges, quoi, finalement, ce kick-out de finish. Il y a des moments également, par exemple, Kitamiya. Alors Kitamiya, il est en situation de domination sur Katsuhiko Nakajima. Alors il l'a au sol et il peut partir en prize unlock, qui est sa soumission finish qu'il avait placée un peu plus tôt, pardon, dans le match et qui m'avait posé problème. J'en parlerai juste après parce que j'ai un peu oublié de l'évoquer. Mais il peut partir en prize unlock et non, il monte sur la cage pour faire une diving senton du haut de la cage et finalement il se rate parce qu'évidemment Nakajima l'esquive et je trouve que dans ce cas-là Kitamiya passe pour un idiot parce qu'il aurait pu faire bien plus simple et réussir à placer son prize unlock et avoir une grosse chance de gagner parce que son prize unlock c'est quand même sa grosse soumission, son finish finalement, son finish soumission c'est le prize unlock, son finish tombé c'est la Saito suplex, comme j'ai dit des prises qu'il a pris de Masa Saito. Et enfin voilà, là c'est dérangeant parce que je trouve que Kitamiya passe pour un idiot à se faire chier à monter en haut de la cage. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, j'ai pas compris pour le coup. Ça aurait pu être clairement évité. Pareil, t'as Nakajima qui fait pareil à un moment avec un missile dropkick ou qui apporte en plus rien de spécialement pertinent au match. Donc bon, voilà, ça m'a dérangé ça. Ensuite, du coup, par contre, je voulais reparler du coup de la prize unlock de Masaki Tamiya, la fameuse prize unlock que j'avais évoquée. À un moment dans le match, il l'a fait. Déjà, il l'a construit de manière assez random. Bon, à la limite, je me dis bon, ça peut apporter un bon legwork sur Nakajima, ça peut être cool, sachant que l'arme principale de Katsuhiko Nakajima, c'est ses kicks. Donc pour le coup, ça aurait été finalement assez intelligent. Masaki Tamiya, il fait sa prize unlock. Déjà pendant la prize unlock, il fait le vieux spot du headbutt. Alors la première fois qu'il avait fait le spot du headbutt où il y a du sang et tout, j'avais bien aimé. Personnellement, j'avais trouvé ça super la première fois. Mais maintenant, depuis qu'il le refait tout le temps, moi je m'en fous quoi. Limite, ça me saoule de le voir finalement. Et je me dis arrêtez parce que ça fait peut-être 5 ou 6 fois qu'il le fait, son vieux headbutt là, Kitamiya. La première fois, j'avais kiffé. Hein. Vous pouvez aller écouter ma review de Great Voyage in Yokohama. J'avais trouvé ça splendide hein, le headbutt. Hein. Mais là, on l'a trop et finalement, ça n'apporte rien. Finalement, ça n'apporte plus rien. Le headbutt, finalement, il est en plein milieu du match. Il est un peu random finalement quand on y pense. Surtout qu'après, Nakajima va décrédibiliser un peu toute la prize unlock que vient de faire Kitamiya, sachant que la première chose qu'il veut faire dès qu'il se relève, c'est high kick direct, alors qu'il vient de se prendre une soumission aux jambes. Hein, je rappelle, il se prend une soumission aux jambes, le mec se relève, veut faire un high kick. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas le but personnellement. Et ça décrédibilise toute la séquence de la prize unlock à mon sens, ce qui est quand même compliqué. Pareil. Et après, je pense que j'en aurais fini avec le match parce que je vais vous avouer que, enfin, je pense pas que j'ai plus de spots en tête parce qu'il y a pas mal de spots qui m'ont dérangé. Je pense qu'il y en a plus que ce que je vais évoquer, mais depuis que j'ai vu le match, j'ai plus tout en tête très honnêtement. Ce qui m'a beaucoup dérangé également, c'est un moment t'as Kitamiya, il fait la première fois que Kitamiya dans le match fait sa Saito suplex. Enfin, sa Saito suplex, ça mène complètement rien. Elle est là de manière random, elle est placée limite par surprise et c'est pour amener un vulgaire échange de strike sans aucun intérêt dans le match et sans conséquence finalement. Donc une prise qui a de l'importance par rapport
par rapport au mentor, tout ça, par rapport à l'histoire, finalement, la prise, la Saito Suplex, ils auraient pu quand même faire quelque chose de cool avec. Et là, ils l'ont fait, finalement, la première fois que Masaki Tamiya arrive à l'exécuter, c'est de manière totalement random, et juste derrière, t'as un échange de strike. Tu fais, ah, mais, enfin, j'ai pas spécialement compris, et derrière, il gagne sur cette prise. Ça, j'ai trouvé ça compliqué, parce que, enfin, j'ai pas de problème avec le fait que Masaki Tamiya gagne sur la Saito Suplex en soi, et c'est même quelque chose de très logique, finalement. Mais, le problème, c'est que, ta Saito Suplex, 10 minutes avant, elle a été faite de manière complètement random, et là, elle est aussi utilisée pour finir le match. Donc bon, j'ai un peu de mal très honnêtement avec ça. Et non ouais, moi j'ai mis 2,25, je vous dis clairement, j'ai pas aimé le match, j'ai pas du tout aimé le match, j'ai jamais réussi à être investi. J'étais extrêmement déçu par ce steel cage entre Katsuhiko Nakajima et Masaki Tamiya. Donc comme vous l'aurez compris, Masaki Tamiya remporte le match. Alors Masaki Tamiya va derrière raser du coup une partie des cheveux de Katsuhiko Nakajima. Katsuhiko Nakajima va se laisser faire, il s'en fout un peu finalement de se faire couper les cheveux. Et Keno va raser le reste des cheveux de Katsuhiko Nakajima, finalement, ce que j'ai trouvé assez logique pour le coup, parce que Keno, c'est le leader de Kongo, clan dans lequel est Katsuhiko Nakajima, et du coup, c'est lui qui finit finalement de raser les cheveux de Nakajima. Nakajima s'en fout, moi j'ai trouvé ça bien. Je préfère, vu son rôle de heel, tout ça au sein de Kongo, je préfère qu'il s'en foute plutôt que ce soit, enfin voilà. Mais vu, enfin voilà, j'ai été clairement extrêmement déçu par le match qui n'a, à mon sens, pas du tout reflété l'importance qu'il aurait dû avoir. Mais du coup, voilà, pour ce main event, je pense pas que j'ai spécialement grand chose à dire de plus, très honnêtement. Voilà, j'ai mis 2,25 et je conseille pas, très honnêtement. Même si je sais que beaucoup de monde vous le conseilleront parce que je sais que le match a été vraiment adoré. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Alors, je vais pas conseiller un match que j'ai pas aimé. Alors, du coup, on va passer au show dans l'ensemble parce que du coup, c'est ce qui conclut ce show Noah Cage War. Le show dans l'ensemble, personnellement, en fait, le problème du show, il est vraiment bon dans l'ensemble si j'accepte le main event. T'as le main event que je trouve naze, très honnêtement. Voilà. Mais t'as vraiment le show dans l'ensemble, je le trouve assez solide. Enfin, ça commence par le Kinya Okada Manabu Soya qui est vraiment un super opener. T'as le Junior Rumble qui est vraiment très bon, le tag Kiyomiya Inamura contre nos amis Marufuji et Mochizuki également. C'est personnellement les trois matchs que je vais conseiller du show, très honnêtement les trois matchs les plus pertinents à mon sens. Mais t'as le main event qui laisse vraiment sur la fin, et quand on voit ce qui s'est passé dans le deuxième show, bon voilà, c'est assez compliqué. Mais ouais, le main event il coupe un peu les ailes en fait, parce que j'étais assez investi dans le show très honnêtement, et puis t'as le Steve Cage qui m'a hypé beaucoup et je l'ai trouvé naze finalement, donc compliqué. Mais du coup voilà pour ce premier show du coup qu'on va reviewer pour cette vidéo, Noah Cage War. On va maintenant pouvoir passer du coup au deuxième show. Noah pour cette vidéo, c'est le show Noah Muta The World 2021, donc un show qui s'est déroulé le lendemain du show Cage War le 27 juin. Personnellement, par rapport au show, je vais dire un peu par rapport à ma hype, très honnêtement, le Hayata Kotoge pour le championnat junior me hypait bien, et franchement, par rapport à ces les deux matchs les plus importants, et le Great Muta Keno, j'en avais très très peur. Est-ce que j'ai eu raison? Oui, on en parlera un peu plus tard, mais ouais, le Kotoge Hayata personnellement me hypait bien par rapport à ce show. Du coup, on va commencer la review de ce show Noah Muta The World 2021 avec en opener un nouveau singles match de Kinya Okada. Kinya Okada affrontait cette fois-ci Yoshiki Inamura. On a eu une victoire assez évidente de Yoshiki Inamura qui va gagner le match en un peu plus de 10 minutes. J'ai trouvé ça vraiment bien, très honnêtement. Kinya Okada joue bien son rôle, voilà, c'est vraiment un super underdog Kinya Okada, je trouve. C'était un vraiment bon match pour commencer le show. J'ai préféré le match de Kinya Okada contre Manabu Soya, très honnêtement. Et certains des autres matchs qui avaient fait partie de la Trial Series de Kinya Okada lors des shows Noah The Home, je les ai également préférés à celui-là, mais celui-là reste vraiment bon. Inamura a été un bon powerhouse, a eu des bonnes séquences de domination, le finish était très strong, Yoshiki Inamura arrive à remporter le match sur un running power slam que j'ai trouvé vraiment cool. Et non, ouais, le match dans son ensemble est cool, Kinya Okada joue bien son rôle, Yoshiki Inamura aussi. Inamura arrive de plus en plus à m'investir, comme je l'ai dit, par rapport au Showcase War, et c'est toujours un bon point quand je vois Yoshiki Inamura dans un ring, très honnêtement, aujourd'hui à la Noah. Kinya Okada, pareil, c'est toujours un bon point, et là, un contrat entre les deux, évidemment, ça pouvait être que bon. J'ai mis 3,25, j'étais pas loin du 3,5, très honnêtement, mais là, c'était bien pour m'investir dans le show, comme le Okada Soya, c'est vraiment bien pour investir dans un show, et c'est très bien géré. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer du coup au deuxième match de ce show. Le deuxième match du show, c'était un match par équipe avec Kai Fujimura et Yasutaka Yano qui affrontaient cette fois Kotaro Suzuki et Ikuto Hidaka.
Match, il a duré un peu moins de 11 minutes. On a eu une victoire d'Ikuto Hidaka et de Kotaro Suzuki. Ikuto Hidaka et Kotaro Suzuki, franchement, je les ai trouvés tous les deux bons dans le match. Clairement, ils ont bien fait leur taf, hein, très honnêtement. Kai Fujimura et Yasutaka Yano aussi, c'est deux bons rookies. J'étais pas spécialement intéressé par le match. Rien de spécialement intéressant non plus c'est passé dans le match. Mais ça a fait clairement le job pour un match d'undercard, comme ça, par rapport à où il était placé dans la carte. Kotaro Suzuki a été pour moi le MVP du match. Il a eu des bons échanges avec les jeunes. Voilà, très clairement, pour moi, c'est Kotaro Suzuki qui est plus à ressortir du match, très honnêtement, que les trois autres. Même si les trois autres n'ont pas été mauvais, hein, très honnêtement. Mais juste le match est booké et voulu comme assez random. Finalement, il l'est. C'est bien pour donner une victoire à Ikuto Hidaka et à Kotaro Suzuki sur des jeunes. Les jeunes, ils prennent de l'expérience avec des matchs comme ça. C'est assez cool. Surtout que bon, en termes d'expérience, je pense pas qu'Ikuto Hidaka et Kotaro Suzuki, ils soient nés de la dernière pluie non plus. Donc, non, ouais, le match est bien. C'est du 3-25. C'est pas voulu comme aller spécialement plus haut, très honnêtement. C'est 11 bonnes minutes, mais qu'ils ont pour les plus intéressantes au monde. C'est pas spécialement rattrapé. Mais du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Ikuto Hidaka et Kotaro Suzuki. On va maintenant pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un four-way elimination match avec les membres de Funky Express, donc Mohamed Yone, Akitoshi Saito, Shuei Taniguchi et Masao Inoue. Le match en tout va durer 24 minutes. On a eu une victoire de Shuei Taniguchi qui a éliminé en dernier Akitoshi Saito. En premier, c'est Masao Inoue qui se fait éliminer par Mohamed Yone. J'ai trouvé ça cool que Mohamed Yone, qui est le leader du clan, ait au moins une élimination dans le match. Mais pour moi, c'est très honnêtement le deuxième moins bon match du show et le moins bon match, on va dire, en tant que tel, parce qu'on parlera du main event. Inoue et Shuei Taniguchi ont été un peu trop sloppy pour moi. Bon, heureusement, Masao Inoue se fait éliminer assez rapidement, donc ça allait corps. Yone a été bon un peu comme toujours et le meilleur de Funky Express comme toujours, on va dire. Peut-être qu'il se fait éliminer un peu trop tôt en tant que leader et surtout par un enziguri assez random de la part d'Akitoshi Saito, ce qui va peut-être un petit peu saoulé. Il se fait éliminer par un enziguri assez random finalement. Et le problème, c'est que le même enziguri de la part d'Akitoshi Saito est placé sur Shuei Taniguchi pendant le match, sauf que Shuei Taniguchi, il a son retour 10 secondes après. J'ai pas spécialement compris. Son selling, il est mauvais à Taniguchi. Il gère pas spécialement à Taniguchi, je trouve, très honnêtement. Je vous dis très honnêtement. Son selling est pas bon dans le match. Il est assez sloppy. Le match, c'est, on va dire, ok, mais il y a rien de spécialement intéressant. Voilà, j'ai mis 2,75. C'était mieux que le 8-man elimination qu'avait vu Funky Express la veille contre Sugiura-gun, mais ça restait un peu trop sloppy, très honnêtement. J'ai pas du tout accroché, puis sur 24 minutes, c'est vrai que c'est compliqué. Mais voilà, du coup, victoire de Shuei Taniguchi dans ce four-way, elimination. Bon, peu importe qui gagnait, très honnêtement, voilà, c'était pas spécialement dérangeant, très honnêtement, par rapport à ces Funky Express qui se battent entre eux. Bon, il y a pas spécialement d'enjeu, il y a rien qui va qu'en résulter. Du coup, voilà pour ce four-way elimination. On va maintenant pouvoir passer au quatrième du coup des 8 matchs du show. Le quatrième match du show, c'était un six-man tag team match avec Stinger, Ayata, Seiki Yoshioka et pas Ayata, pardon, Yuya Suzumu, Seiki Yoshioka et Yoshinari Ogawa, qui affrontaient los Pelos del Mal des Japon, Eita Nosawa Rongai et Yohei. Le match a duré un peu plus de 18 minutes. On a eu une victoire de los Pelos del Mal des Japon. Le match était vraiment très bien. Comme toujours, Aita fait une très bonne performance dans le match. Aita, il est toujours très intéressant, que ce soit chez Dragon Gate ou Noah. Pour le coup, là, ça change pas en ce qui concerne Aita. Yuya Suzumu et Yoshinari Ogawa ont bien brillé également. Il y a eu quelques bons kicks de la part de Yoshinari Ogawa dans le match qui ont montré qu'Ogawa en avait encore sous le pied. Franchement, Yoshinari Ogawa, il place des bons kicks dans le match. C'était bien cool à voir, bien impactant. Pour moi, les meilleurs échanges sont ceux entre Seiki Yoshioka, je vais y arriver, et Yohei. On avait du bon storytelling entre les deux, c'était très bien, et ils ont continué à me hype finalement par rapport à leur feud en solo, c'est Yoshioka et Yohei, ce qui était plus compliqué par rapport au show de la Noah du 30 que je vais pas spécialement reviewer, mais qui était, je vous le dis, je vous fais un petit passage sur le show Noah du 30 qui était nul à chier pour moi, très honnêtement dans son ensemble pour le coup, et là c'est pas que le main event comme ça l'est là où ça limite un peu la casse quand même sur ces deux shows là, où là tout le show du 30 pour moi c'est un néant pur, mais les échanges Seiki Yoshioka et Yohei ont été vraiment bons dans ce six man, en tout cas par rapport au show Noah Muta The World. Et non, ouais, le match dans l'ensemble était vraiment très cool à voir. Voilà, personnellement, j'ai mis la note du 3,25 et j'étais pas spécialement loin du 3,5. Du coup, voilà pour ce match. Donc, j'ai pas spécialement grand chose à dire de plus sur le match, très honnêtement. Et non, ouais, Ogawa et Suzumu ont bien brillé également. Du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Eita, Nozawa Rongai et Yohei. On va maintenant pouvoir
pouvoir passer au 5e des 8 matchs du show. Le 5e match, c'était un 10-man tag team match, donc comme vous l'aurez compris, un gros multi-man qui a duré 22 minutes. On avait d'un côté Kongo, Ao, Katsuhiko Nakajima, Manabu Soya, Nio et Tadasuke, qui affrontaient l'équipe de Daisuke Harada, Hajime Ohara, Junta Miyawaki, Kaito Kiyomiya et Masa Kitamiya. Donc une très belle affiche qui a été le meilleur match du show à mon sens, très honnêtement, et d'assez loin. J'ai mis la note de 3,75 et j'étais vraiment pas loin du 4. 22 minutes qui ont été très rapides, enfin voilà, qui sont passées vraiment très bien. On a eu une victoire de l'équipe de Ao, Katsuhiko Nakajima, Manabu Soya, Nio et Tadasuke, donc de Kongo. Tout le monde a réussi à bien briller, les meilleurs échanges du match étant à mon sens entre Masa Kitamiya et Katsuhiko Nakajima. Ils ont été montrés très très forts. On a eu surtout Kitamiya pour le coup, il y a eu des très bons kicks de la part de Nakajima, des très bons contre powerhouse de la part de Masa Kitamiya, évidemment, qui joue bien son rôle dans le match. Il a beaucoup brillé, très honnêtement, Masa Kitamiya dans le match. Je pense que c'est celui qui a le plus brillé. Il a également eu un bon échange avec Manabu Soya, on le rappelle, dans Kongo, Kitamiya et Soya avaient également bien fait équipe au sein du clan. Donc moi j'ai trouvé ça bien, les échanges de Kitamiya Soya. En plus on a deux powerhouse qui se balancent des souplex, c'est toujours assez cool à voir. Ensuite, enfin voilà, ça c'était par rapport à la première partie du match, on avait surtout ça. Pendant la deuxième partie du match, on avait surtout le côté junior du match qui ressortait. Donc on avait les Tadasuke, Ao, Nio, Hajime Ohara, Daisuke Harada. Donc forcément voilà, on avait des côtés juniors. Il y a un super échange entre Hajime Ohara et Tadasuke dans le match. D'ailleurs c'est Tadasuke qui va réussir à remporter le match et ça j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment trouvé ça très cool parce que Tadasuke est en train de se construire un peu de momentum et je trouve ça vraiment très bien. Personnellement, Tadasuke, c'est un catcheur que je commence vraiment à accrocher véritablement. Au début, quand il est arrivé dans Kongo, en août dernier, il me semble, j'accrochais pas spécialement des masses, mais franchement, je commence à accrocher de plus en plus à Tadasuke et je le trouve vraiment très bon. Ce match le prouve. Ao et Nio ont très bien aidé la séquence avec Tadasuke et Hajime Ohara, un bon heel work de la part des juniors de Kongo. J'étais très content de voir Tadasuke gagner le match donc. Et non, ouais, les juniors ont très bien géré la deuxième partie de match. Le match dans son ensemble était vraiment très bon. Comme j'ai dit, moi, mon match préféré du show, je lui ai mis la note donc de 3,75 et j'étais vraiment pas loin du 4, avec évidemment un match qui avait pour but quand même de faire plus briller Masaki Tamiya que les autres, même si c'est Kongo qui ont fini par remporter le match. Du coup, voilà pour ce 5 contre 5. On va maintenant pouvoir passer du coup au 6e des 8 matchs du show. Le 6e match du show, c'était donc le premier match avec un vrai enjeu par rapport à ce show et le seul match pour un titre de ce show Noah Muta de World 2021. C'était Atsushi Kotoge qui défendait son championnat GHC Junior Heavyweight contre Hayata, donc Hayata qui fait partie du clan Stinger et Hayata qui avait remporté le Rumble de Junior de la veille lors du show Cage War dont on a parlé un peu plus tôt. Atsushi Kotoge contre Hayata, comme j'ai dit, c'était une affiche qui m'a hypé bien. Finalement, on a réussi à avoir un vrai bon match, très honnêtement. C'était un très bon match de titre junior. Hayata a pris le titre, Atsushi Kotoge après un match d'un peu plus de 24 minutes, donc quand même assez long. Et franchement, j'ai trouvé ça très bien. Bon, j'aurais peut-être enlevé, hein, très honnêtement, 3 voire 5 minutes. Mais à part ça, ça restait vraiment un très bon match de junior, très bien construit. Franchement, j'ai vraiment passé un bon temps à regarder ce match entre Atsushi Kotoge et Hayata. Donc Hayata qui prend le titre à Kotoge, personnellement, c'est une décision qui m'a surpris. Attention, surpris, ça veut pas dire déplu. En fait, si vous voulez, je m'attendais à ce que le règne de Kotoge continue par rapport à la feud de Momono Station Tag contre Stinger, et je m'attendais à ce que la feud continue et avec Atsushi Kotoge en tant que champion en position finalement de champion junior heavyweight durant la suite de cette feud. Je m'attendais à ce que par exemple Yoshinari Ogawa vienne challenger Atsushi Kotoge, pourquoi pas. Alors franchement, il y a quelques séquences qui m'ont beaucoup plu. La manière dont certains spots sont amenés, j'ai trouvé ça très bien, notamment quand Atsushi Kotoge amène son running air red crash sur Hayata. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Hayata a un bon selling durant le match. Kotoge à un moment réussit à placer son kill switch sur Hayata. Finalement, c'est trop près des cordes quand Kotoge tente de le tomber. Par manque de lucidité, il décale pas spécialement Hayata. Ça faisait quand même un bon quart d'heure que le match avait commencé. Hayata réussit à attraper les cordes au bout de 2. Moi, j'ai trouvé ça très bien pour pas faire un kick-out de finish qui décrédibilise un peu le kill switch de Kotoge. Un peu plus tard dans le match, on a Hayata qui va arriver à placer le kill switch d'Atsushi Kotoge, donc un peu en vol de finisher. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Kotoge se dégage, j'ai trouvé ça assez normal, et ça met un peu plus d'intensité finalement dans le heel work de Hayata dans le match. Et non, franchement, j'ai trouvé ça très très intelligent. Quand Hayata arrive à placer le kill switch de Kotoge, c'était sur un contre que j'ai trouvé bien amené. Ensuite, t'as Kotoge qui va réussir à faire son kill switch sur Hayata. Finalement,
Hayata va se dégager, et là pour le coup j'ai trouvé ça un peu too much, et c'est ça qui me fait mettre 3,5 au lieu de 3,75, parce qu'à la base j'étais plus à 3,75 parce que j'ai vraiment trouvé que c'était un très bon match de junior, mais finalement je suis resté à 3,5 parce que t'as le kick-out de kill switch de la part d'Hayata que je trouvais pas spécialement utile au match. Finalement t'avais eu un peu plus tôt le kill switch de Kotoge où Hayata avait réussi à attraper les cordes sur le dégagement, mais t'avais pas besoin d'en faire nécessairement plus. Je trouve qu'ils en ont peut-être un peu trop fait sur la séquence de fin, mais à part ça reste un match dans lequel j'étais réellement investi, un match que j'ai trouvé vraiment très bon à titre personnel, et un match donc qui aura vu la victoire d'Hayata donc en tant que nouveau champion GHC Junior Heavyweight donc de Pro Wrestling Noah. Du coup voilà pour ce match de championnat GHC Junior, j'ai pas nécessairement grand chose de plus à dire sur le match, si ce n'est que franchement je le conseille bien, il était bien cool. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event donc de ce show Noah Muta The World 2021. Le pré-main event c'était Masato Tanaka et Naomichi Marufuji qui affrontaient Kazushi Sakuraba et Takashi Sugiura, donc dans un match par équipe qui était vraiment un prélude du match Marufuji Takashi Sugiura qui aura lieu le 11 juillet à Crossover in Sendai pour le championnat de GHC Heavyweight. Naomichi Marufuji et Masato Tanaka ont remporté le match en 19 minutes au passage. Alors le match était bon, très honnêtement, moi personnellement je l'ai mis la note de 3,5. Je trouve qu'il a vraiment fait le taf le match personnellement. Le premier échange du match c'est évidemment un Naomichi Marufuji Takashi Sugiura que j'ai trouvé vraiment très intense. Je trouve que les mecs à chaque fois qu'ils ont un échange l'un contre l'autre, franchement ils sont super. Marufuji et Sugiura, j'ai trouvé ça bien stiff entre les deux évidemment. Il y a un moment, il y a un bicycle knee de Naomichi Marufuji dans la nuque de Takashi Sugiura que j'ai trouvé très violent dans le match et très stiff, qui m'a bien plu personnellement. Alors hormis les échanges de Takashi Sugiura et Naomichi Marufuji qui étaient donc comme je l'ai dit vraiment très bons, t'as eu des échanges à des moments entre Masato Tanaka et Kazushi Sakuraba, même si évidemment le match était bien moins concentré sur les deux là, ce qui est logique compte tenu du programme finalement qu'il sert à accentuer finalement ce match. Masato Tanaka et Kazushi Sakuraba ont eu de très bons échanges également, c'est parti en soumission très rapidement, ça a essayé de se travailler les jambes, mais j'ai trouvé ça très bien de voir Tanaka dans un peu de technique contre un mec spécialiste, en l'occurrence Kazushi Sakuraba, spécialiste de tout ce qui est soumission, tout ça, aller au sol, et enfin, franchement voilà, moi j'ai trouvé ça bien que Tanaka se prête un peu au jeu de Sakuraba finalement, et il s'en est vraiment pas mal sorti. Le combat au sol entre les deux était vraiment très intéressant, j'ai trouvé. Sakuraba, il y a des fois quand même où il arrive à se rendre très intéressant, je trouve. Ce match en fait partie. J'avais adoré également le match qu'il avait eu en 1 contre 1 avec Takashi Sugiura pour le championnat de GHC national. C'était lors du show mémorial de Mitsuharu Misawa le 31 mai dernier. Et là, il arrive également à se rendre intéressant dans le match. C'était pas spécialement long, mais c'était toujours très cool à voir. Les échanges, pardon, je vais y arriver. Je bégaye un peu pour cette vidéo. Il est très tard, faut savoir à l'heure où je tourne la vidéo. On est reparti donc sur des échanges entre Marufuji et Takashi Sugiura, et ils étaient également très cool. Évidemment, bon, ils en ont peut-être fait un peu trop pour finir avec un finish qui m'a pas spécialement plu, très honnêtement. C'est pour ça que j'ai mis 3,5 au lieu de 3,75. Comme le match Kotoge Hayata, j'étais de base à 3,75, je suis redescendu à 3,5. La fin, c'est Marufuji qui arrive à pin Sugiura avec un tombé spécial qui m'a vraiment saoulé à titre personnel, qui m'a assez dérangé, très honnêtement, parce que j'aurais préféré vraiment une fin assez décisive, finalement, quitte à ce que Sakuraba se fasse pin. Je comprends très bien qu'il pin ni Marufuji ni Sugiura, y a pas de souci, franchement. S'ils avaient fait par exemple même Tanaka pin Sakuraba, bon, ça m'aurait pas spécialement dérangé, ça aurait gardé Marufuji et Sugiura à distance finalement par rapport au dernier face-off qu'ils ont pu avoir, où Sugiura avait réussi à soumettre Marufuji au Noah Abema Premium Series. Enfin voilà, donc moi ça m'a un petit peu dérangé la fin pour le coup. Ils auraient pu la tourner d'une manière à avoir un finish un peu moins on va dire trop rapidement construit. Mais du coup voilà, le match était vraiment bon dans l'ensemble et je lui ai mis la note donc de 3,5. Du coup voilà pour ce match, donc il y avait une victoire de Masato Tanaka et de Naomichi Marufuji contre Sakuraba et Sugiura. On va maintenant pouvoir passer au main event de ce show. Le main event de ce show, Noah Muta The World, comme son nom l'indique, c'était un match du Great Muta, donc de Keiji Muto, ancien champion GHC Heavyweight, 58 ans, qui affrontait Keno. Donc le match, personnellement, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, j'en avais peur. J'avais assez peur de ce qu'ils allaient pouvoir produire sur ce match, mais je m'attendais pas du tout à avoir un match vu comment il s'est passé, je m'attendais pas à avoir un match finalement de ce style-là, on va dire. Et pour moi, je vais pas vous mentir, mais j'ai trouvé ça très très compliqué, et encore plus compliqué que si on avait eu un match de catch assez classique avec Keiji Muto, puisque le Great Muta contre Keno, c'était pas spécialement un match de catch classique,
on va dire. Alors bon, déjà, le personnage du Great Muta, bon, quand il n'arrive pas à marcher, c'est compliqué, hein, très honnêtement, parce que le Great Muta, il faut savoir que dès son entrée, tu vois qu'il n'arrive pas à marcher. Hein, évidemment, Keiji Muto, enfin voilà. Et évidemment, ils ont raison, hein, mais ils séparent Great Muta, Keiji Muto, par exemple, en disant que le Great Muta a un âge inconnu, tout ça, bon, ça c'est cool, tu vois, ça va, mais bon, ça n'a rien à voir avec le match pour le coup, au match en lui-même, auquel j'ai mis la note magnifique de 0, hein, voilà, on va pas se mentir, c'est compliqué. Je vais expliquer du coup pourquoi j'ai mis 0, évidemment, parce qu'un 0 ça s'explique, pour tout vous dire, c'est mon deuxième dud, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça finalement, un peu dans le jargon entre guillemets, c'est comme ça qu'on appelle ça les 0 dans le catch des duds. Voilà, j'ai mis un dud à ce match, et c'est mon deuxième dud de plus de 5 minutes de l'année, sachant que le premier dud que j'avais mis cette année, c'était Charlotte Flair contre Peyton Royce à Raw. Donc bon, le niveau 1, et voilà, comment dire, assez pas spécialement relevé, et c'est même pas pour les mêmes raisons spécialement, parce que c'est juste que dans le Flair Royce, l'in-ring est à un point de néant assez ouf, tandis que là, c'est pas spécialement ça, là c'est plus, là c'est un dud, mais quelle honte, tu vois. Tandis que le Charlotte Flair Peyton Royce, bon, c'est pas quelle honte non plus, tu vois. Mais là, c'est vraiment un dud, vraiment quelle honte, le Great Muta contre Keno, très honnêtement, parce que pour moi, le match, c'est une honte absolue, hein, très honnêtement, et je peux même pas croire que ce match, enfin match entre guillemets, ait eu lieu dans un ring de Pro Wrestling Noah, très honnêtement, que je considérais il y a ne serait-ce que 6 mois, quand Go Shiozaki était encore champion de GHC Heavyweight, comme la meilleure compagnie au monde, finalement, la Pro Wrestling Noah, en ce début d'année. Mais là, non. Enfin, voilà, déjà, tu peux voir que le Great Muta peut pas catcher, hein, très honnêtement, tu peux voir qu'il peut plus catcher. Il avait perdu le titre dans un bon match, hein, très honnêtement, contre Naomichi Marufuji, au Cyber Fight Festival en début juin, et j'étais ok avec ça, voilà, j'étais assez ok. Bon, évidemment, son contrat était encore en cours, donc ils ont décidé de continuer à le booker, ce que je trouve pas être spécialement la meilleure des idées, très honnêtement, de continuer à le booker, soit, mais dans un match comme ça, c'est un non. En fait, vraiment, je trouve que c'est une terrible décision, et parce que, en fait, le problème, c'est qu'ils se sont dit, le but du match, c'est clairement, on va cacher les faiblesses in-ring de Keiji Muto. Soit, Keiji Muto a des faiblesses, on le sait tous, il n'y a pas de souci. Mais ils ont fait un match de telle sorte à ce que ce soit encore pire, et que ça ne remplisse absolument pas son contrat, finalement, qui était de cacher les faiblesses in-ring de Keiji Muto, parce qu'à la place, en voulant cacher justement ces faiblesses in-ring, ils ont fait un booking, ils ont fait un truc qui était encore plus nul, qui était vraiment horrible, et pour le coup, j'aurais préféré encore voir un match de catch classique, comme je l'ai dit, comme on a pu avoir de la part de Keiji Muto contre Kaito Kiyomiya, contre Masaki Tamiya, contre Go Shiozaki, sachant que je cite des matchs qui ont eu lieu cette année, hein, voilà, et malgré les faiblesses in-ring de Keiji Muto qui sont indéniables et qui sont liées à son âge évidemment, et ça n'empêche pas que Keiji Muto est une légende si on considère les années 90-2000, évidemment. Alors déjà, le problème, c'est que, ok, le personnage du Great Muta, ça peut être bien, sauf que quand Great Muta lui-même ne sait plus jouer, quand Keiji Muto ne sait plus jouer, c'est très compliqué. Alors, j'ai rien compris. À un moment, enfin, j'ai rien compris, entre guillemets, évidemment, mais à un moment, au tout début du match, la première chose que le Great Muta fait, pour tirer un peu sur le temps, parce que vous vous doutez que le match, il est assez court, hein, très honnêtement, il dure moins de 15 minutes, il dure entre 14 et 15 minutes, mais ils ont quand même essayé de tirer sur le temps. C'est quand même le comble pour un match de 15 minutes, quoi. Il y a un moment, faut s'arrêter. Great Muta, la première chose qu'il fait, il va voir à l'extérieur du ring, il cherche en dessous du ring. Il cherche quelque chose. Je sais pas spécialement ce qu'il cherche. Je pense que c'était pour prendre la Fireball qui aura été utilisée un peu plus tard dans le match, parce que oui, une Fireball a été utilisée, au cas où vous aurez pas spécialement vu le match, voilà. J'ai pas spécialement vu ce qu'il prenait, mais je pense que c'était pour avoir la Fireball, même si, à mon sens, il a plus prise la Fireball, plus à l'extérieur du ring, un peu plus tard dans le match, parce que la Fireball va être utilisée à l'extérieur du ring. Vraiment, l'utilisation de Mist, c'est catastrophique, je trouve. Bon, certes, c'est dans le personnage du Great Muta, mais franchement, ils m'ont saoulé, mais à un point, parce que le mec a fait limite que ça, le mec a fait tout le temps ça, c'était vraiment chiant, il a joué Red Mist, Green Mist, le mec il avait tout, le mec il avait limite une pochette, il aurait dû prendre une veste, une pochette où il y a tous les couleurs de Mist, et les balancer sur Keno, ça aurait été plus vite, mais enfin voilà, et pauvre Keno, il doit les vendre comme si c'était la mort, les Mist de Great Muta, et c'est vraiment compliqué, parce que pauvre Keno, il a à vendre ça, et il doit vendre pareil, c'est les vieux Shining Wizard du Great Muta à la fin, parce qu'évidemment, le Great Muta va gagner, ce qui est encore plus une honte, ce qui ajoute encore plus la honte finalement de ce match légendaire, mais dans le mauvais sens du terme, pour le coup, le terme légendaire. Et non, ouais, les Shining Wizards de Keiji Muto, c'est gravissime. Hein. Comment tu fais un Shining Wizard comme ça? C'est gravissime, c'est une honte au Shining Wizard de faire des moves comme ça. Jacques de base, j'aime pas spécialement le move, mais alors quand tu fais tout pour même pas effleurer l'adversaire, bon voilà, c'est assez compliqué. Et il y a un moment, vraiment, les mecs un jour, ils se sont dit, pendant le match, ils se connaissent pas spécialement, hein, voilà, et c'est le match, il arrive un peu comme ça, voilà, il y a pas spécialement de grosse story, et les mecs, ils se sont dit, et si on se tuait? Enfin, vraiment, mais littéralement, Keno va mettre sa jambe en feu, et va mettre un coup de pied dans le dos de Great
Great Muta pour essayer de lui foutre en feu également. Bon voilà, après il va tenter de tomber, le Great Muta va se dégager. J'ai trouvé ça complètement ridicule, les spots du feu, parce qu'il y a 2 spots du feu. T'as ce spot avec Keno qui est d'un ridicule extrême, qui est vraiment un truc pour faire regardez, c'est impressionnant, on met du feu, mais est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est utile? Non, on s'en branle. Du coup, après, t'as Manabu Soya qui va se faire dégager également par un Green Mist cette fois de Keiji Muto. Il alterne un peu Red Mist, Green Mist. Il avait fait le Red Mist, il me semble, au tout début du match sur Keno. Cette fois-ci, Green Mist sur Soya. Soya va se faire dégager. Du coup, il va rentrer en coulisses parce que Green Mist, je peux plus le voir, oh là là. Et du coup, après, Keno va faire son Devil Foot Stomp à l'intérieur du ring, du haut de la 3e corde sur Keiji Muto. Ensuite, Keno va faire un Devil Foot Stomp du haut du poteau à l'extérieur du ring, parce que du coup Keiji Muto a roulé à l'extérieur du ring, après c'est pris le gros double foot stomp à l'intérieur. Keiji Muto, non pas Keiji Muto, il fait pas de double foot stomp, il sait pas faire. Keno fait un double foot stomp du haut du poteau sur le Great Muta qui était à l'extérieur du ring, le move est impressionnant, mais encore une fois, c'est impressionnant certes, mais est-ce que c'est pertinent? Absolument pas, tu fais pas ça dans un match avec aussi peu d'histoire. Enfin non. Tu ne cherches pas finalement à faire un tel spot. Et moi je trouve ça vraiment compliqué. En plus derrière, t'as Keiji Muto, il va fireball Keno. Et du coup, bah voilà, l'utilisation du feu dans le match, encore une fois, je la trouve comme avec le kick de Keno complètement débile et complètement inutile, très honnêtement. Juste à part dire, regardez, waouh, on fait du feu. Enfin voilà quoi. Enfin, il y a un moment, c'est bon, faut s'arrêter quoi. Il y a un moment, faut utiliser des spots comme ça quand c'est pertinent de le faire. Faut pas l'utiliser à tout bout de champ d'un seul coup. Quand d'un seul coup t'as un Great Muta Keno qui arrive finalement de manière assez random. Tu utilises pas ça pour ça. Et bon, Great Muta va gagner le match, ce qui m'a encore plus saoulé parce que je m'attendais très honnêtement à ce que Keno gagne le match. Je me suis dit bon, maintenant que le Great Muta a perdu le titre GHC Heavyweight, il va mettre en avant un mec comme Keno, ça me paraît assez logique. Et j'étais même plutôt confiant. Mais non, il a pas perdu évidemment. Le Great Muta gagne. En plus, bah de toute façon, j'aurais dû m'en douter parce que le show est à son nom. Donc bon, voilà, ça m'aurait paru compliqué finalement de le voir perdre le main event d'un show à son nom. Mais non, Keiji Muto qui bat Keno, c'est une honte totale. Et le match en lui-même, c'est une honte totale. Mais de où ça arrive dans un ring de Pro Wrestling Noah? De où ça arrive dans le même ring où il y avait, ne serait-ce que l'année dernière, je vais prendre des exemples de l'année dernière pour montrer quand même que c'est pas si ancien que ça, hein. Il y avait des Shiozaki Marufuji, des Shiozaki Nakajima, des Shiozaki Takashi Sugiura, des Shiozaki et Nakajima contre Sugiura et Sakuraba, et rien que cette année, t'as eu des gros matchs également, des Fujita Sugiura par exemple, qui est, je pense, l'un de mes matchs préférés de Noah cette année, le Fujita Sugiura au passage. Et comment ça peut arriver chez Noah, quoi? Pour moi, c'est un raté monumental, pour moi, c'est le pire match de l'année, très honnêtement, le Great Muta contre Keno, c'est pas du tout à voir, et je ne vois pas en quoi, pour le coup, le match est bon, mais je ne vois pas en quoi, clairement, faut me le dire, parce que si vous avez aimé le match, dites-le moi dans les commentaires, dites-le moi pourquoi, parce que je ne vois pas en quoi le match est bon. C'est vraiment nul. C'est vraiment 0 pour moi, il y a rien qui va. Vraiment, j'aurais préféré voir un match de catch classique, comme j'ai dit, d'une vingtaine de minutes, même 30 minutes, allez, soyons fous, avec Muto qui galère, qui vend pas, mais qui au moins, enfin voilà, mais au moins il y a des trucs cool qui se passent pendant le match. Là, c'est vraiment du grand n'importe quoi, tout simplement. Ils passent leur vie à essayer de se tuer à l'extérieur du ring, ils s'étranglent avec, enfin je sais pas quoi, avec des fils, enfin voilà, vous voyez les fils qu'on trouve proches des ringside, tout ça, ils s'étranglent avec ça, enfin, et t'as le spot du feu qui est vraiment saoulant, mais du coup voilà, pour moi le match c'est un dud, c'est une honte totale, et enfin voilà, et je vais passer sur le show dans l'ensemble du coup pour dire mon avis. Le show avant le main event est vraiment cool à voir, très honnêtement. T'as le 10 man avec Kongo contre Harada Ohara Miyawaki Kiyomiya Kitamiya qui est bon, hein, très honnêtement, qui est mon match préféré du show, où j'ai failli lâcher le 4, hein, très honnêtement, qui est un bon multiman. Le Inamura Kinya Okada je conseille, le Hayata Atsushi Kotoge je conseille, le tag Marufuji et Tanaka contre Sakuraba et Sugiura, malgré la fin de merde, évidemment je le conseille, mais tu arrives derrière, après un show qui était plutôt bon, j'avais passé un bon moment devant le show, hein, très honnêtement, et tu arrives derrière sur le main event, qui est une dope totale, qui est un raté complet, qui est le pire match de l'année à mon sens, et qui est un dud, tout simplement pour moi. Et du coup voilà, victoire du Great Muta dans ce main event. Voilà également pour ce show dans l'ensemble, j'ai rien spécialement de plus à dire sur le show, vous avez compris je pense de toute façon mon avis général sur le show, où il y a vraiment 2 parties, où il y a tous les matchs sauf le main event et le main event, voilà, qui sont clairement les parties séparées du show. Mais du coup voilà donc pour cette review du show Noah Muta The World, mais également du show Noah Cage War. Merci à vous du coup d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.